Nous sommes rendus aux dernières vidéos qui présentent les résultats des analyses du diagnostic touristique de la Polynésie française. En fait, celui-là, c'est l'annexe 3. C'est un énorme fichier Excel dans lequel on retrouve le classement des îles à partir de plusieurs indicateurs, ce qui nous a permis de faire une caractérisation objective de chacune de ces, ce qu'on appelle le produit de destination, c'est-à-dire les 5 archipels, mais également les îles aussi peuvent être des destinations. Et on a produit comme ça 75 fiches touristiques de 75 îles. Pour porter un jugement objectif sur chacune des composantes du MTR et les 12 produits touristiques, chaque étudiant est invité à identifier des indicateurs spécifiques à la composante ou au produit sur lequel il travaillait. Donc, les étudiants de l'UQTR, les étudiants de l'UPF ont contribué comme ça à construire un très grand nombre d'indicateurs. Je ne les présente pas tous, là, c'est trop grand pour être présenté ici sous forme de PowerPoint. Et on a aussi utilisé une base de données du setup sur l'hébergement puis le type de restauration qui y était associé. On a fait une première sélection parmi les 300 quelques indicateurs pour en arriver à 84 indicateurs pour lesquels on avait de l'information pour 91 îles. On a fait la sélection en regardant si l'information était comparable d'un archipel à l'autre, si l'information était suffisante, si l'information était suffisamment juste et vérifiable. Mais je vous le dis tout de suite, là, les indicateurs sont parfois très approximatifs, là, donc il ne faut pas prendre ça comme une donnée factuelle, vérifiée et tout. Là. Notre objectif dans le cadre du diagnostic était de se donner une idée de ce que les îles étaient en mesure d'offrir et non pas de faire un inventaire final, descriptif et précis de chacune des îles. Pour faire la classification des îles, on n'a pas utilisé les 84 indicateurs, on a fait une sélection de 12 qui nous semblait plus pertinent et plus fiable également. On a la taille de la population, le nombre de passagers aériens, c'est des données qui, par contre, dans ce cas-ci, qui datent de 2016, mais c'est quand même un bon indicateur. Le nombre de chambres d'hôtel, le nombre de chambres en pension, la capacité Airbnb, le nombre moyen de pages dans les 3 principaux guides touristiques qu'on a utilisés qui portent sur la Polynésie française, le nombre d'événements, la visibilité non touristique, le nombre d'activités aquatiques, le nombre d'activités terrestres, le nombre de comités du tourisme et la présence ou absence d'aéroports sur l'île. Ce qui nous a permis d'obtenir un rang pour la Polynésie française et on a aussi calculé le rang par archipel. Pour faire le classement, on a utilisé la technique Top 6 qui nous permettait aussi d'accorder un poids différent à chacun des indicateurs que nous avons retenus. Donc, pour la population, le nombre de passagers aériens, le nombre de chambres et capacités Airbnb, et ainsi que le nombre de la présence-absence de comité du tourisme, on a accordé une pondération de 10%. On a accordé un petit peu moins pour la présence-absence d'aéroport, le nombre d'activités terrestres, le nombre d'activités aquatiques, la visibilité non touristique et le nombre d'événements. On a accordé 5% pour chacun. Et le critère pour lequel on a accordé le plus d'importance, c'est le nombre moyen de pages qui était accordé à l'île dans les guides touristiques. On lui a accordé 15%. On a un exemple ici pour les Australes, où on a les îles qui sont dans les Australes et on voit là les chiffres pour chacun des critères et leur classement à droite. On voit par exemple que Rurutu arrive au premier rang des Australes et arrive au 12e rang en Polynésie française. Ça nous a permis comme ça d'arriver à 75 évaluations pour les 75 îles qui sont les plus touristiques de la Polynésie française. On voit sans surprise arriver en tête Tahiti, Moorea et Bora Bora. On voit ensuite arriver jusqu'à la 10e place. Tous les archipels sont représentés, sauf les Australes qui arrivent avec en 12e position avec Rurutu et Mangarava qui arrive en 17e position là, pour ce qui est de l'archipel des Gambiers. Notre objectif en faisant ça, c'était de regarder quelles sont les îles qui sont véritablement des destinations en soi. Et on voit bien que Tahiti, Moorea et Bora ressortent. Ça aurait été bien de jumeler d'une étude de notoriété auprès des différents marchés. C'est presque certain là, que Bora
Bora remonterait en deuxième ou peut-être même en première place parce que ce mot-là est beaucoup plus connu que Moorea, par exemple. Et on continue comme ça avec Raiatea, Waine, Rangiroa, Nukuiva, Whakarawata, etc., qui sont tous les îles qui sont les plus susceptibles d'être connues auprès de clients, donc de devenir un produit d'appel pour un certain nombre de personnes. L'autre objectif qu'on poursuivait, il est peut-être encore plus important que le classement par île, c'était d'arriver à produire une description la plus objective possible de chaque archipel. Et c'est ce qu'on obtient ici. On va vous présenter, à partir de ces données-là, la façon qu'on décrit les 5 archipels de la Polynésie française. Bon, je ne vais pas lire tout ce texte, vous pouvez appuyer sur pause et le lire, mais en gros, ce qui démarque les îles du vent, ben, c'est ces 3 îles principalement touristiques, principalement Tahiti, Moorea, mais aussi Tetiaroa qui joue également un rôle qui arrive dans le décompte des 25 îles les plus touristiques. Son poids démographique, la présence de beaucoup d'activités, d'événements, etc., en fait vraiment une destination à part entière, à part dans en Polynésie française. Les navettes nombreuses et rapides entre Moorea et Tahiti font que, à l'échelle du visiteur, ça forme une destination unique. Ensuite, Papeete qui ressort également comme étant la principale destination urbaine, le principal produit urbain de la Polynésie française et le rôle que joue le hub aérien à Tahiti fait que ça se démarque également. Le tourisme gourmand, culturel, événementiel, sportif, là, le surf, entre autres, là, pour le sportif, font que les îles du Vent se démarquent par la polyvalence de ce qu'on peut y faire, par son étendue également. Quant aux îles sous le vent, ben, cette destination se démarque principalement par la présence de Bora Bora qui jouit d'une notoriété internationale, mais également par un bon nombre d'îles relativement proches les unes des autres, Raiatea, Waine, Taha, Mopiti, qui, à faible distance, laissent présager une possibilité d'aller d'île en île. Ce qui n'est pas vraiment le cas, c'est assez difficile d'actualiser ça sans prendre l'avion. C'est une destination qui se démarque aussi par la qualité exceptionnelle des lagons, par l'importance qu'on lui accorde dans les guides touristiques. En moyenne, il y a plus de 20 pages des guides touristiques qui sont consacrées à des îles sous le vent. Et également la possibilité de balade sur les îles, puisque les îles sont relativement grandes. Donc, il y a possibilité de faire des déplacements autonomes, là, en loin des voitures, par exemple, ou des scooters pour se balader sur les îles. Les marqués se démarquent d'abord d'un point de vue géographique. Ce sont celles qui sont situées le plus au nord. Ce sont des îles hautes, autour desquelles il n'y a pas de lagon. Elles couvrent un territoire relativement important, donc il y a beaucoup d'activités qui se font à l'intérieur des îles, contrairement aux autres archipels où ça se passe plutôt en périphérie. Comme je disais, elles sont relativement grandes. Près du tiers de la superficie totale de la Polynésie française se trouve dans les Marquises. 3 îles ressortent en particulier, Nukuiva, Iva, Oa et Uka, pour leur classement souvent dans le top 5 là, des destinations pour le tourisme culturel, le tourisme de détente et de bien-être. La visibilité dans les guides touristiques est en général assez forte, même si ce n'est pas les îles qui sont particulièrement présentes, mais les marquises comme un tout. À l'opposé des marquises qui sont tout au nord, nous avons des australes qui sont tout au sud, tellement au sud que ça change même les conditions météorologiques. Une autre particularité, c'est que des australes, c'est que les îles sont relativement éloignées les unes des autres, ce qui rend les déplacements inter-îles très difficiles, voire presque impossibles. Donc c'est l'avion qui est le principal moyen de passer d'une île à l'autre. Quand je dis presque impossible, je parle bien entendu pour le visiteur là, qui est là pour un court séjour, et ça exclut le nautisme. Les îles sont surtout connues pour le tourisme culturel, particulièrement à Tubaï, le tourisme sportif, particulièrement à Rurutu, et toutes les activités qui se font sur l'eau également, en particulier l'observation des baleines. Les Tuamotu se démarquent principalement par 2 choses. D'abord, le nombre d'îles est très grand, on en compte plus de 70,
et ce sont essentiellement des atolls. Deux îles se démarquent particulièrement, Rangiroa et Fakarava, qui sont dans le top 10. Tikeo, Mani et puis Mataiva se retrouvent aussi dans le top 20 des îles, des destinations les plus touristiques de la Polynésie française. Les atolls sont relativement proches les uns des autres, mais curieusement, lors de mes séjours, du moins, ou même dans la promotion, c'est assez rare qu'on voit les possibilités de passer d'un atoll à l'autre. Même entre Rangiroa et Tikeo, qui sont pourtant très près l'un de l'autre. Comme vous voyez, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les Tuamotu. Il y a plusieurs îles. Peut-être simplement rajouter que leur renommée mondiale pour la plongée sous-marine, elle est très forte, particulièrement à Rangiroa et Fakarava. Donc, vous pouvez simplement appuyer sur pause si vous voulez prendre connaissance là, euh, du reste du texte là, qui porte sur les Tuamotu. La situation géographique particulière et géologique aussi là, des Gambiers a fait qu'on les a traités à part. En étant à l'extrémité sud des Tuamotu, ben, on pourrait presque les associer davantage aux Australes. Le fait qu'ils soient constitués d'îles hautes et non pas d'atolls fait aussi qu'ils se distinguent des Tuamotu, même si en fait ils sont à l'extrémité des Tuamotu. Son offre touristique se concentre essentiellement à Mangarava ou aux îles qui partagent le même lagon que Mangarava. Dernier élément qu'on a produit pour vous, c'est 75 fiches sur les 75 îles les plus touristique de la Polynésie française. Ici, on voit un exemple avec Tahiti, pour lequel on retient, là, on voit à droite, mais c'est tellement petit, là, on ne peut pas le lire. Dans le fichier Excel, c'est beaucoup plus clair. 84 indicateurs qui résument l'île de Tahiti, et on reprend ces 84 indicateurs pour l'ensemble des 75 îles. Puisque nous disposions de l'information, on a trouvé ça intéressant de produire ces 75 fiches, mais l'utilité qu'on y voit, ce serait faire du monitoring, par exemple, pour suivre l'évolution de chaque île à l'échelle de chacun des espaces touristiques homogènes, donc à l'échelle des archipels de la Polynésie. Donc, on a une recommandation qui va dans ce sens, c'est-à-dire de maintenir à jour cette base de données, peut-être en limitant le nombre d'indicateurs, en sélectionnant les plus importants, peut-être en sélectionnant aussi un nombre d'îles moins importants, mais ça serait intéressant de poursuivre ce travail de répertorier la performance à l'échelle des îles. Et cette tâche pourrait facilement être donnée aux associations territoriales. Les trois diapos qui suivent on présente un extrait des 84 indicateurs pour chacune des fiches. Et là, on a présenté les principales îles par archipel. Un fichier PDF de l'annexe 3 présente les 75 îles au complet. Je répète la mise en garde qu'on a fait, hein, mais ça devait simplement servir de base aux analyses. Donc, oui, on est assez confiant que les chiffres qui se trouvent ici sont bons, mais si on décide d'aller plus loin et d'en faire un outil pour faire un suivi île par île, ça vaudrait la peine quand même de valider l'information qui s'y trouve. Donc, la principale recommandation par rapport aux fiches, par rapport aux indicateurs, ce serait de faire une sélection d'indicateurs que vous trouvez particulièrement intéressants et pertinents et d'en faire un suivi. Et qui devrait faire ce suivi? Ben, il y a différentes possibilités. Celle de le confier à des associations territoriales qui sont beaucoup plus près des îles que de le confier à une administration, en fait, à une organisation centrale à Tahiti serait, à notre avis, très pertinent. Et ça permettrait justement de maintenir, de tisser des liens entre les îles et cette éventuelle association territoriale. Mais il faudrait aussi penser à ce que l'ISPF et l'UPF soient impliqués dans cette mise à jour. L'ISPF, d'ailleurs, produit déjà des fiches à l'échelle des communes. Dans ce cas-ci, ce serait des fiches un peu sur le même modèle, mais qui se concentreraient essentiellement sur la dimension touristique des îles. C'est un exemple qui est une question au ministère, justement, cette information, information is power. Donc, bah oui, l'information pour nous aider à faire face à accompagner le développement, orienter les décisions, les choix et
également être prêt pour la relance. C'était un sujet de discussion qu'on a eu avec la éditorie de hier, en discutant des comités du tourisme, de la vision qu'on avait des comités du tourisme, de participation au-delà des activités qu'ils ont actuellement. Donc, comment les faire participer, comment la collecte de données, d'indicateurs. Avec la situation actuelle, c'est également la réflexion que nous avons d'avoir un tableau de bord qui soit à jour et qui soit presque instantané, si possible, ou le plus proche du temps. Et donc, oui, on avait pensé avec le tourisme pouvoir nous appuyer sur les comités du tourisme. On a 25, c'est déjà 25 livres sur 75. 25. Voilà, c'est les accompagner, c'est les former, et c'est également leur donner les moyens de pouvoir mettre à jour ces actions. Tu nous entends toujours, hein, François? Ben, je vous entends très difficilement. Sylvain, si tu étais capable de nous résumer la question ou l'intervention, je devinais un mot sur trois à peine. Alors, il renuit. C'est étrange comment il m'entend mieux. Faudrait peut-être s'approcher du micro quand on parle, ça nous aiderait. Tu peux. Non, bah. En fait, Hieronyme nous parlait que c'était dans la réflexion actuelle entre le gouvernement et le tourisme de voir comment avoir un fichier de ce type-là avec une idée assez similaire, notamment pour la reprise. Éventuellement, il y avait une réflexion sur confier 25 comités du tourisme la responsabilité d'alimenter, mais ça passerait par un accompagnement, par une formation de ces comités du tourisme pour justement pouvoir réussir à mettre à jour aussi rapidement que possible ce type de document. Après, ça peut être une mise à jour partielle d'indicateurs qui sont faciles pour eux à compléter, à collecter. Et au vu de ce qui a été présenté, il y a d'autres indicateurs qui relèvent plus d'une entité centralisée sur le KPIT. Et voilà, donc, ça va être plusieurs sources de mise à jour. D'accord. Ouais, ben, je peux tenter une intervention, mais je suis pas certain que je vais bien répondre. Les associations territoriales, si j'ai bien compris, seraient invitées à participer à ce genre de collecte-là. Et oui, ils sont beaucoup plus proches des prestataires. D'ailleurs, une étudiante des Australes disait que c'était un peu frustrant de se baser sur des indicateurs parce qu'elle savait pertinemment qu'il y avait plus dans les Australes que ce qu'elle réussissait à obtenir comme information à partir des guides, mais elle était comme tenue de citer sa source et de dire ce qui était effectivement là. Donc, on se retrouverait avec une collecte de données beaucoup plus exhaustive si on travaillait à une autre échelle. En même temps, il faut faire attention que tout le monde utilise exactement la même procédure. Sinon, les plus, comment dire, ceux qui travaillent le plus vont avoir plus de visibilité que ceux qui travaillent un peu moins. Et on a eu ça comme problème dans le cours. On a dû éliminer certains indicateurs parce que d'un archipel à l'autre, on n'utilisait pas exactement la même méthode. Donc, j'ai compris qu'il y aurait des règles, des façons de faire, etc. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. L'autre chose en même temps, vous voyez, nous, le but qu'on avait
en produisant cette grille-là, c'était d'être le plus factuel possible dans les lectures que nous faisions. Mais ce n'était pas de faire un inventaire parfait et complet. Donc, et les étudiants, chaque étudiant, c'est un peu un exercice pédagogique en même temps. Tous les étudiants étaient forcés d'alimenter le fichier Excel, d'où le grand nombre d'indicateurs, mais il y a de la répétition là-dedans. Mais il pourrait y avoir une sélection soit en fonction de la pertinence, soit en fonction de la qualité de la source qui est utilisée. Il reste passablement de travail à faire sur ce fichier-là, mais en même temps, c'est un début. Il fallait commencer à quelque part. Et l'avantage de ce modèle-là, de cette façon de présenter, c'est une façon standard de présenter. Elle peut être importée dans un logiciel comme R ou SPSS ou ailleurs. Et c'est simplement que tout le monde partage la même façon, la même procédure. C'est un peu ça l'idée derrière. C'est un peu ça aussi le message qui a été passé aux étudiants. C'est ce qui nous a permis d'obtenir un fichier comme celui-là. L'autre chose avec Excel, c'est tellement facile. Vous avez vu, on vous a mis une pondération. Peut-être que vous aimeriez voir qu'est-ce que ça donnerait avec d'autres chiffres. Il suffit de changer le chiffre et l'ordonnancement, si vous voulez, des îles peut changer à ce moment-là. Nous, ce qu'on avait besoin, c'est quand même d'avoir une idée pas grossière, parce que c'est quand même une idée assez claire du positionnement, mais si on fait varier les pondérations, on va obtenir des résultats un petit peu différents. Et nous, ça a rencontré nos objectifs, ça a joué le rôle qu'on voulait que ça joue. Maintenant, si on est pour l'utiliser à une autre fin, pour faire du monitoring, pour monter des tableaux de bord, etc., mais à ce moment-là, on peut faire des choix légèrement différents, mais toujours partir quand même de ce fichier-là qui est structuré de façon standard pour arriver à nos fins. Désolé si je m'écarte un peu de ce qui a été dit. On a beaucoup de la difficulté à comprendre euh, les interventions. Non, mais je pense que tu as bien répondu, François. Moi, la façon dont j'analyse, Stéphanie va voir intervenir, et la façon dont j'analyse les choses, c'est qu'à mon avis, ça nécessite au moins une méthodologie à mettre en place avec des groupes de travail, de formation, où il faudrait qu'on associe des acteurs qui seraient intéressés par le monitoring, mais aussi des acteurs qui soient qualifiés à transmettre cette capacité de monitoring. Oui, Stéphanie. Alors, deux remarques. Effectivement, je rejoins et revenir sur la partie des comités du tourisme, pour rapprocher des groupes peut-être que si vous étiez surpris de voir 6 comités du tourisme aux Marquises, c'est parce qu'il y a 5 ans, la communauté de communes des Marquises a vraiment souhaité développer son tourisme et booster ces comités du tourisme, donc en les recréant, en les subventionnant et en les formant avec une formation au recensement des activités, à la création d'événementiels, au soutien aux acteurs, etc. Donc ça peut expliquer pourquoi sur les 25 comités du tourisme, 6 se situent aux îles Marquises, c'est qu'il y a eu une vraie volonté de la communauté des communes. Et ma deuxième remarque sur les indicateurs, c'est de peut-être essayer d'arriver à avoir une information sur la provenance du tourisme. En fait, la crise Covid nous a amené à nous rendre compte qu'on avait très peu d'indicateurs sur le tourisme résident. Et quand on voit les données qui sont données, c'est du tourisme, c'est le touriste en général, sans spécifier si c'est un touriste résident ou un touriste international. Donc peut-être voir dans l'évolution de ce fichier qui est vraiment très très intéressant, de voir s'il peut y avoir un certain nombre de données ou de questionnements faits pour avoir une meilleure perception du tourisme résident. En résumé, je suis entièrement d'accord avec vous. On a remarqué le dynamisme des marquises qui se prenaient en main à l'échelle de l'archipel. Donc, c'est tout à fait normal à ce moment-là qu'on retrouve un plus grand nombre de comités. Donc, ça va exactement dans le sens des lectures qu'on a fait. Et l'autre chose, j'ai travaillé un peu sur les visites de parents et amis, ces choses-là. Et effectivement, de mon côté aussi, je déplorais un peu la difficulté de mettre la main sur des données sur le tourisme domestique. Et ça aurait été, en période de pandémie, drôlement intéressant d'avoir des données de ce type-là. Mais elles sont très rares. Et quand on regarde le taux d'occupation qui occupe les sièges dans les avions de Air Tahiti, on voit bien que
qu'il se passe quelque chose avec les résidents, mais est-ce que c'est attribuable au tourisme d'affaires, aux visites de parents et amis, etc.? Il faudrait en apprendre davantage et pouvoir justement faire toujours ce lien entre d'où ils viennent, donc le marché, et où ils vont à l'échelle. On ne peut pas le faire à l'échelle des 118 îles ou même des 25 îles, mais on peut le faire par contre à l'échelle des 5 destinations, des 5 espaces touristiques homogènes. Donc oui, oui, j'abonde tout à fait dans votre sens. Une autre réflexion très importante, c'est déjà un grand merci pour la réalisation de ce tableau et la définition de ces indicateurs qui nous apportent déjà beaucoup d'informations et pour mieux orienter les décisions du gouvernement et les actions à mettre en place pour poursuivre le développement touristique de la Polynésie française. Ça fait plaisir. C'est une nécessité pour nous de construire ce fichier-là avant de pouvoir dire qu'est-ce qui particularisait chacun des archipels, par exemple, ou qu'est-ce qui était une véritable destination, etc. C'était un passage obligé pour nous, parce qu'on voulait le faire vraiment de façon factuelle et tout, de ne pas dire n'importe quoi. Et on était bien conscient en le réalisant que ça peut avoir effectivement des usages multiples. Oui, oui, pardon. François, j'ai lu une étude qui date en fait du 7 juillet de cette année de l'ISPF qui mentionne, qui calcule exactement le poids ou la valeur ajoutée du tourisme international et du tourisme résident. Et les chiffres sont les suivants. Le total des recettes touristiques sont de 7,7%. Alors, ce n'est pas des recettes totales, c'est de la valeur ajoutée. Et puis, eh bien, il y a 7,3% qui vient du tourisme international et 0,4% qui vient du tourisme résident, c'est-à-dire 6 milliards sur 65 milliards, grosso modo. Et donc, l'ISPF a des données, je pense, mais ce genre d'étude, il est vrai, je le vois une fois tous les 5 ans. Donc, peut-être qu'il est possible, méthodologie statistique de l'ISPF, peut-être qu'il y a des données qui existent, mais qui ne sont pas diffusées parce qu'il n'y a pas vraiment l'intérêt de le faire au jour le jour, qui pourrait éventuellement nous donner plus d'informations sur ce tourisme résident. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un ressenti dans la population, dans nos étudiants, de l'importance du tourisme résident. Et en fait, statistiquement, on voit que c'est très faible. Mais c'est très important néanmoins pour les pensions. Donc, il y a le côté économique, il y a le côté social, et je pense que oui, c'est quelque chose à creuser, évidemment. Oui, tout à fait. C'est vraiment à creuser. Et c'est un sujet d'ailleurs sur lequel j'ai publié pour le Québec qu'on sous-estime. Et c'est vraiment un monde complètement à part. C'est un monde qui ne réagit pas au même processus marketing. Il y a un moment donné, j'indique qu'il faudrait faire un kit pour les résidents français qui font venir des amis, des parents, parce que je pense qu'on sous-estime cet élément-là. L'autre chose, quand on reçoit des amis chez soi, mais nous aussi, on contribue puisqu'on va acheter du meilleur vin, on va acheter une meilleure bouffe, etc. Donc, d'un point de vue, dans un rationnel économique, il y a beaucoup plus que ce que les statistiques nous montrent. Et que l'ISPF ne présente pas tout le portrait, c'est vrai dans à peu près toutes les destinations que j'ai vues. On dirait qu'on sous-estime ce marché-là parce qu'on ne le comprend pas, parce que c'est plus glamour de travailler sur un marché international que de travailler sur un tourisme domestique ou les visites de parents et amis. C'est un segment qui est méconnu et sous-estimé largement. Mais à coup de pas, c'est un défaut professionnel des statisticiens économistes de classer, mais on ne fait pas les recherches sociologiques, peut-être qu'on devrait. Je lis très souvent également les travaux de l'Institut de recherche UHEO, University of Hawaii Economic Research Organization. Et en fait, très récemment, ils ont mis en place une batterie d'indicateurs, mais ultra court terme. C'est-à-dire qu'ils sont associés avec Google pour aller voir où les touristes allaient, dans quel magasin, etc. Alors, évidemment, on ne pourra pas faire ça ici, mais
ils ont une richesse d'informations phénoménale que peut-être, alors c'est difficile ici et surtout dans les îles, mais ils ont réussi à avoir une batterie d'informations sur le tourisme en très court terme, sans avoir d'intervention humaine, puisque c'était des smartphones et des connexions de Google. Donc voilà un peu, je dis ça comme ça, hein, je ne suis pas sûr que Ouais, ce non, soit mais le cas ici. vous avez entièrement raison et moi aussi, je peux faire mon mea culpa dans le sens que le big data, qui est vraiment puissant comme outil d'analyse, on l'a pratiquement pas utilisé. Mais ça vaudrait la peine, effectivement, d'aller de ce côté-là, du côté du big data, pour comprendre les comportements. Mais déjà là, vous avez vu, on vous en a donné beaucoup dans l'avant-midi. On aurait pu continuer à temps plein à dénicher d'autres indicateurs, d'autres façons de faire. Mais on a fait le maximum dans le temps qu'on a eu. Mais le big data est effectivement quelque chose qu'on a très peu abordé, mais pas du tout en fait, et qui aurait mérité notre attention. En fait, ce n'était pas une critique du tout, c'était au contraire pour dire que au lieu de, ce qui est assez lourd, de former des personnes dans chaque ville, etc., pour aller récolter l'information, les informations sont là. Si on arrive peut-être à les capter à travers Google et d'autres, voilà, sans trop d'efforts. C'est ce que je voulais dire. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je vous propose de passer sur. On n'a que 10 minutes de retard. Formidable. Mais sur la synthèse, c'est une discussion encore un peu plus large. Ça t'embête pas, Lauriane, de passer les différents slides alors? En fait, je vais te le redonner la main. Ok. Je vais l'ordinateur de charger. Ok, ça marche. Merci. Alors, donc, comme je vous disais, il y avait une autre vidéo qui a été à regarder un petit peu en avant sur l'analyse des 12 produits touristiques. Ça se terminait sur cette conclusion-là, qui était que si on le mettait sur une courbe de Butler, qui est cette courbe de maturité du produit, hein, on identifiait que on avait comme première catégorie, comme produit clairement bien développé, en phase même de consolidation, voire de stagnation, en tout cas bien identifié, à la fois donc, le produit de tourisme de nature, le tourisme de croisière et de nautisme, le tourisme de noces, le tourisme de plongée, le tourisme sportif. Ensuite, dans la catégorie, on va dire, qui sont des produits qui nous semblent être des produits en phase de développement, le tourisme culturel, événementiel, ce qu'on appelle, nous, le slow tourism, c'est-à-dire, en gros, le tourisme de santé, de bien-être, prendre son temps. Et enfin, 4 produits qui avaient été plutôt identifiés vers le départ de la courbe de Butler. Le tourisme gourmand, certains appellent par d'autres noms, hein, comme le tourisme culinaire. On va utiliser plutôt ce terme-là. Le tourisme qu'on va appeler affinitaire, même s'il est très développé, on ne sent pas que c'est un produit en tant que tel qui a été développé, mais qui est présent. Le tourisme urbain et le tourisme d'affaires. Alors, voilà, si on prend tous ces éléments-là en compte, ça nous amène à avoir. Donc, on vous a donné un document pour ceux qui ont le plaisir d'être présents ici, un résumé, mais aussi un résumé de tous les enjeux qui, pour nous, se dégagent de ce travail de diagnostic. Hein. Ce n'est pas faire état de toutes les recommandations, que vous pouvez retrouver dans toutes les vidéos, mais c'est en essayant de synthétiser, donc de faire dégager les principales. Il y a 3 grandes catégories d'enjeux qui nous semblent être posés par ce diagnostic. Une catégorie concernant les visiteurs, une catégorie concernant la gouvernance et une catégorie concernant les produits. Alors, on va commencer sur les visiteurs. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est qu'à chaque catégorie, on s'arrête et on en discute, plutôt que je vous fasse les 3 catégories d'un bloc. Ça permet de prendre plus de temps de s'imprégner de ça. La première grande recommandation qui ressort de ce diagnostic sur les visiteurs, c'est d'atteindre, mais from the bliss point, sans dépasser
450 000 visiteurs d'ici. Alors nous, on avait imaginé avant Covid plutôt à l'échelle de 2025, mais forcément, les choses sont retardées. On peut l'imaginer d'ici 2028, même si ça reste encore un scénario optimiste. Je parle de visiteurs, pas de touristes. Visiteurs au sens large. Pourquoi ce chiffre? Alors en fait, ça prend en compte un petit peu aussi les recommandations qu'on souhaite mettre en avant sur les visiteurs. Et en fait, c'est un chiffre qui nous permet, à notre sens, de maximiser les retombées économiques sans retirer l'avantage concurrentiel de la caractéristique d'exclusivité de la destination. C'est-à-dire qu'au-delà, on passe sur une autre forme de produit, ce que certains ont peur de qualifier de tourisme de masse, et où on risque de retirer justement l'aspect exclusif de la destination. Et ça, c'est un chiffre aussi qui nécessite de prendre aussi en compte les impacts environnementaux et sociaux. L'avantage de cela est de se dire qu'on est face, et on l'a très bien vu en 2018 avec l'arrivée des 2 nouvelles compagnies aériennes, on est face à des nouveaux comportements de clientèle qui vont, on en reparlera un petit peu plus tard, qui vont s'amplifier avec l'effet Covid. On sait qu'au niveau mondial, depuis 10-15 ans, les touristes sont de plus en plus autonomes, sont de plus en plus indépendants. On avait un petit peu plus ou moins échappé à ce phénomène-là, mais en tout cas, que ça avait pris moins d'ampleur ici du fait de l'éloignement de la destination. Et donc, ce phénomène, quand même, risque de s'amplifier avec l'aspect Covid pour plusieurs raisons, parce que les technologies de la communication se sont amplifiées dans leur utilisation pendant le confinement. Deuxièmement, aussi parce que au lieu des touristes, on ne sait pas trop de ce que sera fait le lendemain. Donc les réservations de dernière minute sont des choses qui vont certainement s'amplifier et qu'il faudra prendre en compte. Et si on souhaite arriver donc à capter cette clientèle autonome et indépendante qui arrive, ça nécessite aussi une offre adaptée en termes de transport, en termes d'hébergement, en termes de restauration, une signalisation, c'est-à-dire donner l'information durant le séjour à ces touristes indépendants et autonomes qui ne vont pas l'avoir par leur tour opérateur, par leur agent de voyage, qui ont besoin d'avoir cette information par eux. Et la deuxième grande recommandation sur les visiteurs, c'est ce qu'on avait un petit peu déjà abordé tout à l'heure, c'est les 7 segments de marché qu'on avait identifiés, pour lesquels nous, il nous semble qu'il faut des outils de marketing adaptés, à la fois le tourisme domestique, dont on a évoqué, qui est pas très élevé, assez marginal, mais probablement aussi sous-estimé. Le tourisme polynésien, c'est un triangle polynésien. Le tourisme, on va dire, en gros, de nos voisins, ceux pour lesquels on est leur terrain de jeu, Pacifique. Le tourisme de la France métropolitaine, notamment pour le tourisme affinitaire. Les autres territoires francophones. Et enfin, les touristes venant de pays anglophones, voire anglophiles, et les autres pays type allophones. Moi, c'est quoi allophone? Je ne connais pas ce mot. Alors, dans ce cas-ci, c'est simplement qu'ils ne sont ni anglophones, ni francophones, ni anglophiles. Toutes les autres langues qui ne maîtrisent ni un ni l'autre de façon élargie, si vous voulez. C'est peut-être au Québec qu'on utilise cette expression-là. La première fois que j'ai travaillé avec François, quand on travaillait sur le tableau Excel, il m'avait parlé d'un chiffrier. Oui. Voilà. Bon, d'un chiffrier. mais bon, on se comprend sans aucun problème une fois qu'on a. Voilà, il faut un petit temps d'arrêt. Je suis professeur chercheur. Il est professeur chercheur. Est-ce que peut-être vous avez éventuellement quelques commentaires sur cette première phase de recommandation visant spécifiquement, on va dire, la catégorie de visiteurs? J'ai toujours un petit souci quand on parle de nombre de touristes, donc passer de 300 000 à 450 000, parce que quand on parle de différents touristes, on avait le métropolitain qui va passer, l'européen qui va passer en moyenne 3 semaines, et le japonais qui va passer 5 jours.
en moyenne. Donc, si on ajoute 100 000 visiteurs, si on ajoute que des Français, les métropolitains, ça nous rajoute 2 millions de nuitées supplémentaires. Si on n'a que des Japonais, ce sera que 500 000 nuitées supplémentaires. Le poids de l'augmentation est extrêmement différente et les impacts, évidemment, sont différents. Donc, il me paraît très plus intéressant de parler soit de nuitées touristiques ou de dépenses touristiques, qui me paraît encore plus intéressant, d'abord pour mesurer ce retour sur investissement. Alors évidemment, politiquement, c'est plus difficile à mettre en avant, et tous les gouvernements du monde entier parlent de nombre de touristes, mais je pense qu'à notre stade, au niveau des études de développement touristique, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Oui, on ne peut pas être en désaccord. Je suis d'accord. C'est simplement que ce chiffre-là avait été avancé un peu en continuité avec le dernier plan où on avait dit qu'on veut augmenter de 50% par rapport à ce qu'on avait à l'époque. C'est un peu un chiffre magique, un peu un chiffre, comment dire, qui montre l'ambition et qui montre en même temps qu'on veut se limiter. Mais vous avez entièrement raison. Les dépenses, je suis économiste, hein? Je suis entièrement d'accord qu'au niveau des dépenses, c'est beaucoup plus important. Par exemple, les Français vont rester beaucoup plus longtemps, mais dépenser beaucoup moins. Ça vaudrait la peine, encore une fois, de fouiller, d'analyser de façon plus fine et de travailler en termes de nuitées serait aussi peut-être plus révélateur. Mais c'est pas encore tout à fait passé dans le jargon. C'est pas encore un chiffre qui une façon de présenter qui complexifie un peu, mais qui est beaucoup plus réaliste. Je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, est-ce que l'idée, c'est surtout la proportion, hein? C'est qu'on dit qu'il va y avoir 50% plus de visiteurs et à ce moment-là, de nuitées ou de dépenses ou de visites quotidiennes ou de personnes dans un horizon de 5 ans. Et ça, quand on l'a lancé, on voulait le tester, en fait, avec les comités du tourisme, mais c'est un des sondages qui n'a pas fonctionné. On leur demandait, dans votre commune, s'il y avait 50% plus de monde, qu'est-ce qui se passerait? Comment vous réagiriez? C'est dans cette idée de proportion, principalement. Mais dans une idée de statistique et d'impact économique, vous avez raison. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur cette idée d'augmentation de 50% de l'achalandage ou des dépenses ou des nuitées. Moi, je pense qu'il y a une notion qui est vraiment importante, qui est abordée en économie, mais qui est aussi importante en écologie et en développement durable. C'est la capacité d'accueil, la capacité de soutien des milieux, à la fois et des populations et de la société dans son ensemble. On a une authenticité qui est ce qu'elle est aujourd'hui en fond du fait de l'histoire en fait, de ce pays et de ce territoire. Donc je pense qu'il faut aussi raisonner l'augmentation du tourisme peut être un objectif, mais à mon avis, il y a des orientations et des choix qui sont très importants et qui sont finalement en amont de donner un nombre, en fait. Parce que le nombre va être OK d'un point de vue économique ou de l'unité ou ce que sais-je, mais il faut voir si on a la capacité de l'accepter, de l'assumer, et est-ce que ce n'est pas aussi un facteur de changement important qui doit aussi être pris en compte. On parlait des études sociologiques tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un paramètre absolument fondamental. L'idée, je ne pense pas que l'idée soit de ressembler à Hawaï en termes de perte d'authenticité. Si l'authenticité est un facteur d'attraction, il faut que ce facteur-là il perdure en fait. Sinon, c'est du court terme. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être des éléments, en tout cas, qui me paraîtraient autant importants qu'un nombre en fait. Tout à fait. Je suis très sensible à l'idée des impacts sociaux et environnementaux. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on pousse le tourisme urbain. Il a des effets de protection jusqu'à un certain point sur l'environnement et sur le social aussi. Un milieu urbain a une capacité d'absorption, si vous voulez, de visiteurs beaucoup plus importante. Et on misait aussi, on n'a pas vraiment discuté de notre réflexion de départ sur l'environnement, mais agir rapidement et concrètement et de façon efficiente
sur les impacts d'un tourisme un peu trop envahissant, un peu trop dérangeant, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de l'environnement également. Et parce qu'il faut la protéger. On va arriver, je pense que la phrase apparaît un petit peu plus loin, là, c'est ce qui synthétise un peu cette idée, c'est une nature humaine ou humanisée, ça mérite discussion, c'est-à-dire il n'y a pas une dichotomie entre nature et culture. C'est pour ça qu'on voulait faire le lien, on le fait de cette façon-là, et protéger. Donc, ce sont trois mots-clés qui annoncent un positionnement responsable et réfléchi aussi. Juste une remarque sur les segments de marché. Je la trouve très intéressante et je me dis qu'elle pourrait même être mixée, par exemple, au niveau du Péri-Pacifique, mixée Péri-Pacifique francophone. Tous ces gens qui sont expatriés, mais qui sont des Français ou des francophones. Donc voilà, mixer également ces segments de marché, pas seulement par zone Péri-Pacifique, mais on peut mixer avec Péri-Pacifique en francophone. Ouais. Intéressant. Oui, la langue, la distance et la proximité. Un mix de ces trois-là. On l'a exprimé de cette façon-là, mais on pourrait l'exprimer de façon un petit peu différente pour tenir compte, par exemple, de ce que vous venez de mentionner. Oui, je voulais simplement rajouter l'élément suivant, c'est la notion de répartition des flux. La notion de, excusez-moi, je n'ai pas compris. Pardon, j'enlève le masque. Je parlais de la notion, en complément de ce qui a été dit précédemment, de répartition des flux. Aller vers 450 000 visiteurs, pourquoi pas, mais surtout, où est-ce qu'on va répartir les nouveaux visiteurs, et notamment, justement, peut-être mieux respecter les environnements en fonction des spécificités de chacun des archipels, dont on a parlé précédemment. Et je ne sais pas si forcément les marquises, puisqu'on a un représentant des marquises, souhaiteraient forcément avoir plus 50% de visiteurs. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour les marquises? Je pense que pour les marquises, il y a des perspectives avec l'inscription mondiale UNESCO. Il y a aussi, je pense, au niveau des acteurs, en tout cas, une envie de développement. On parle d'aéroport international depuis plusieurs années, peut-être régional. Donc, je pense qu'il faut déterminer un seuil et ensuite, maintenant ce seuil je ne le connais pas moi forcément, mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, forcément il y a moins de visiteurs de marquises. Comment rebondir après et jusqu'à quel point, il y a une étude en 2012 qui a été réalisée par Super qui les maires envisageaient un quota à 20 000 visiteurs en 2027, il me semble. Aujourd'hui, avant le Covid, on était entre 10 000 et 12 000 visiteurs à l'année. Je pense que de monter à 20 000 visiteurs, c'est encore gérable. Un petit peu. En termes de quantité, après au-delà, je pense que c'est difficile en termes de déchets. Donc, on marquise toutes les villes répondent un peu comme ici à Païko. Donc, on parle de protection de l'environnement, donc c'est un tout. Mais une capacité jusqu'à 20 000 visiteurs, c'est encore gérable. Et je pense que ça éviterait aussi à la jeunesse de partir des marquises. Et l'idée, c'est qu'il reste aux marquises pour développer intelligemment l'archipel. Jean-Marc. Oui, je veux dire, c'est vraiment une question de proportion. Je pense qu'il y a une véritable volonté de toutes les îles de se développer, en tout cas au moins un peu plus.
Ce que je voulais signaler, c'est qu'au niveau du ministère et de du tourisme, il y a une véritable démarche pour essayer de rééquilibrer le flux touristique vers d'autres îles en dehors de celles qui sont les plus populaires depuis toujours, à la fois pour favoriser ce développement, mais aussi pour éviter la saturation de certaines îles comme Bora Bora. Et qui fait que, quelque part, c'est un ralentissement du développement touristique de notre pays. Donc c'est dans l'intérêt de tous, en fait, de diversifier les îles et de promouvoir les autres îles. Et ça, on le fait tout au long de l'année depuis déjà 2 ans au moins, où à travers les voyages de presse, les voyages de familiarisation des agents de voyage, de tout ce qui est fait autour de la promotion de la Polynésie, ça ne se limite plus du tout à Téti-Moréa-Boa. C'est vraiment, ça s'étend de plus en plus à toutes les autres îles, les autres archipels également. Et également, l'accès de tourisme va permettre à ces communes de développer peut-être, comme le disait Kohou, un centre de traitement des déchets qu'ils n'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu cette arrivée de touristes, d'avoir plus d'avions et donc plus d'approvisionnement. Donc voilà, c'est aussi un cercle vertueux en ce sens-là. Si on a plus de touristes, on a plus de moyens pour également contribuer au bien-être de la population. Après, il faut savoir le mettre en avant. Mais me vient donc la réflexion suivante, au lieu d'avoir un indicateur du nombre global de visiteurs, pourquoi ne pas prendre un indicateur de ratio tourisme par habitant, à la fois pour la destination Polynésie française, Tahiti et ses îles, parce que, bon, je l'ai remarqué, même avec les médias, il y a quelques années, on comparait souvent à Fidji. Fidji a 800 000 touristes, on n'a que 200. Mais quand on ramène au nombre d'habitants à la superficie de Fidji, on arrive au même ratio à 0,6 en ce temps-là. Et si on regarde Rapa Nui, ou personne n'a regardé Rapa Nui, ils sont à 120 000 touristes pour 6 000 habitants, ça fait 20 touristes par habitant. On n'a jamais considéré Rapa Nui comme une destination de tourisme de masse. Et pourtant, vous savez que cet indicateur, c'est une destination de tourisme de masse. Donc, définir un indicateur de ratio tourisme par habitant pour la destination Polynésie, et pourquoi pas aller plus loin, et donc définir par archipel, donc pour rejoindre la vision de François, voire par île. Et au lieu que la définition vienne du haut vers le bas, pourquoi pas ne pas définir à partir des îles, puis monter vers les archipels, et ensuite avoir l'indicateur destination Polynésie française. Et peut-être même aller plus loin, pourquoi pas tourisme, le ratio de tourisme par nombre d'employés dans le tourisme. Ou nombre de personnes impactées par l'économie touristique. Mais cette idée, à mon avis, de remonter île par île, ça fait quelque chose, à mon avis, tout à fait pertinent à comprendre. Si je peux, je suis très content des réactions que j'entends, très, très content dans le sens que on a lancé ce chiffre-là pour aller chercher justement ce genre de réaction, parce que c'est une décision politique, ce n'est pas seulement une décision économique, et c'est exactement ce que j'entends. Et quand on parlait de lien inter-îles, c'était justement pour diffuser davantage sur le territoire, quand on misait sur de nouveaux produits qui sont à des endroits moins dommageables. C'est exactement ce qu'on cherchait. Donc, je suis très content parce que cette idée-là, c'est un début de réflexion. C'est un positionnement hyper important que chaque espace touristique homogène devrait faire lui-même, et chaque île qui sont aux prises avec des enjeux de ce niveau-là doivent se positionner. Donc, de l'idée de dire un 450 000 pour toute la Polynésie française, vous dites, ouais, mais c'est plus détaillé. Mais en disant ça, je suis très content parce que c'est effectivement ce qu'on cherchait un peu comme réaction, comme positionnement. Donc, c'est une question qui est un peu politique en même temps, hein, parce que si la population embarque derrière une augmentation de 50% et que vous diffusez l'information, vous dites on veut être agressif sur un positionnement, et là, vous allez voir comment la population va réagir. Si elle réagit négativement,
ben ça va être, peut-être que là, vous allez mettre la pédale douce sur votre positionnement. Et si elle dit non, non, c'est effectivement ce qu'on veut, ben là, vous allez avoir un message, mais ils vont devoir vivre avec les conséquences d'un positionnement plus agressif également. Et l'autre élément que j'ajouterais, il va y avoir une adaptation progressive à la croissance également. C'est dans la façon que vous allez réagir au fur et à mesure de la croissance qui va démontrer votre capacité à aller jusqu'à quel seuil acceptable de visiteurs sur le territoire. Donc, nous, on vous a lancé un chiffre comme ça pour aller chercher des réactions et, comme je vous disais, je suis très content des réactions que j'entends. Dernière remarque avant. Pour répondre à Ironie, alors tu parlais du ratio entre touristes et habitants. Avec Jean, on a travaillé justement sur ce ratio qu'on a appelé la pression touristique. Et donc, il parie, avec, à partir des données de l'ISPF, on a déterminé donc, la pression touristique chacune des îles pour lesquelles on avait des données. Donc les informations dont tu parles, on les a et on les a publiées d'ailleurs dans Paris, RAM, Mini. C'est une des cartes qui est disponible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous on pensait qu'effectivement, on pense toujours qu'il y a plein de monde d'abord à bord, mais en fait la pression touristique qu'on s'est aperçue était beaucoup plus forte à Fakarava qu'à Bora Bora. Il y a moins de touristes, mais comme il y a moins d'habitants, la pression est plus forte. On voit que l'acceptabilité touristique est plus sensible à Fakarava qu'à Bora, mais l'expérience touristique aussi est différente par rapport à cette pression. C'est juste une expérience ou un retour d'amis qui ont eu l'impression à Bora d'être traités comme la vache à lait, tu vas, tu payes, c'est tout, et d'avoir une expérience plus authentique à Huahine ou Moorea où la pression est moins forte. D'un autre côté, moi tant qu'il n'y avait pas le Covid, je faisais tous les ans, j'ai fait 2 ans, une étude sur l'attitude de la population vis-à-vis du tourisme. On pourrait effectivement faire le lien, parce qu'on a, comme les étudiants, on a des étudiants avec des îles, donc on avait pas mal d'îles qui étaient étudiées sur ce point-là. On pourrait effectivement chercher un lien, voir si la pression touristique influence l'attitude vis-à-vis du tourisme. Et c'était les travaux que François citait en disant que quand j'avais présenté les travaux, on voyait qu'on a encore une très bonne attitude vis-à-vis du tourisme, mais la tendance était à la baisse quand même. Donc, j'ai les données aussi pareil, donc ce serait bien de comparer avec les. Ouais, je n'ai pas de visuel sur qui parle. J'imagine que c'est Pierre qui parle. Ah, oui, tout à fait, excuse-moi. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. J'aime bien les travaux que tu as faits avec les étudiants. Et la question de capacité de charge, un de ces talons d'Achille, c'est comment faisons-nous pour la mesurer parce qu'elle varie d'une place à l'autre, elle varie d'un moment à l'autre de l'année, elle varie en fonction des activités qui sont pratiquées. C'est un élément vraiment complexe. Donc, d'avoir quelqu'un au setup qui s'y intéresse et qui regarde comment trouver le meilleur ratio. Souvent, on va vers, là, c'est le ratio touriste-habitant, mais comme tu dis, c'est pas toujours le meilleur ratio. Donc, de continuer les recherches pour réussir à mettre le doigt sur peut-être un indice qui est plusieurs indicateurs qui révèlent la pression sur la nature, sur le social, etc. Ce serait vraiment intéressant d'avoir cet indice-là. Et je pense que la littérature en tourisme en aurait besoin également. Là. Je vous propose, on a trois catégories de discussion, donc je vais passer à la deuxième. Mais bon, je te promets, François, que pendant le repas, toute la discussion que je capte, qui vont t'alimenter, je te téléphonerai. Parce que François est très déçu de ne pas être là pendant le repas, parce que c'est un moment d'échange qui alimente justement de profiter de ce moment-là. Alors, le deuxième grand moment, le deuxième gros point de synthèse, ça concerne la gouvernance. Donc là, on a identifié 6 gros enjeux de gouvernance. Premièrement, on en a déjà parlé, et c'est de créer, voire de consolider des associations territoriales à l'échelle
des archipels, de leur donner forcément des pouvoirs, des fonctions à chacune en gros de ces destinations, de participer activement à ce travail de monitoring dont on avait fait part juste avant, ce qui permettrait en partie aussi d'aider à répondre à la question d'essayer de mieux répartir les flux touristiques en période de hausse entre les archipels. Mais ça nécessiterait de passer par des liens, notamment maritimes, interriques, plus développés et pouvoir évoluer sur un positionnement que l'on était de Tahiti et ses villes à Tahiti et ses archipels. Deuxième phase concernant la gouvernance, ça serait donc de créer ou de reconnaître des associations sectorielles. Alors là, il faudrait identifier le nombre. On a étudié 12 produits touristiques. Est-ce qu'il en faut 12? Peut-être pas, peut-être moins, peut-être oui. Il faut identifier cela, savoir un petit peu comment se lancer, identifier donc leur nombre et leur thème. Porter une attention particulière à ce qu'elle soit représentée au sein des archipels et aussi attribuer des pouvoirs et des fonctions. Et puis l'autre liste, là, c'est les 4 qui viennent par derrière. Intervenir de manière efficace et efficiente lorsque, on en parlait justement avec les travaux de Pierre, il y a une manifestation d'insatisfaction de la population quand on a un impact social ou environnemental d'une activité due à une activité touristique. Évaluer les retombées des programmes d'aide publique, puisque ça a été un élément qu'on a eu du mal à évaluer dans cette phase de diagnostic. On a tous conscience de développer l'accès au réseau mobile et à haut débit dans les îles. Et dernier point, continuer de prioriser le développement d'une main-d'œuvre qualifiée et profiter des compétences et du réseau. On va se rendre un petit coup, pourquoi pas de l'UPF notamment, pour certaines analyses. Et on peut penser notamment aux analyses sectorielles, aux analyses aussi d'impact social et environnemental, le monitoring. Voilà, ce sont des éléments qu'on peut justement avoir un savoir-faire et un savoir à diffuser. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire c'est 6, sachant qu'il y en a 2 grosses, là, c'est l'histoire d'associations à l'archipel, associations sectorielles, ces 4-là. Oui. Au niveau des associations sectorielles, c'est toujours un problème effectivement de trouver des volontaires pour créer des fédérations. J'ai fait plusieurs décitations, c'est le problème un peu partout. On est content d'avoir vu la fédération de l'anglais se monter. Oui. Ça, c'est déjà une très bonne chose. On espère que d'autres se créeront. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, en tout cas, de l'ex-tourisme, on a depuis cette année un nouveau statut qui définit des nouveaux secteurs d'activité, enfin des collèges, où on a regroupé effectivement ces différentes activités. Alors, ça peut-être devrait être un peu plus. Effectivement, il y a un gros collège qui s'appelle activité au sens large, mais c'est déjà un début, on va dire, où il y a une véritable volonté, avec ce nouveau statut, de réunir de plus en plus de membres d'abord au sein de cette tourisme. Il n'y a pas suffisamment de membres, puisqu'il y a 1500 prestataires touristiques, donc il y a moins de 200 membres chez les tourisme. Donc on a révolutionné un petit peu les modes d'adhésion, les tarifs, etc., pour que ce soit beaucoup plus accessible et pour que les membres, les prestataires aient plus leur nom et soient beaucoup plus impliqués dans la politique de promotion, en tout cas, de leur propre secteur. Donc ça a commencé comme ça, maintenant on va essayer de pousser pour qu'il y ait plus de fédérations effectivement qui se font. Il y a moyen d'être très flexible hein, dans la forme. C'est pour ça qu'on ne s'est pas avancé parce qu'on manquait un peu d'informations sur qui est déjà présent, quelle est la volonté des gens d'embarquer. Mais il y a moyen d'y aller de façon progressive et de donner des mandats très larges dans un premier temps. L'idée, elle est surtout de structurer, de simplifier la compréhension, autant pour les gens qui sont dans le milieu, les prestataires de services, pour qu'ils comprennent
vers qui ils doivent se tourner, là. Un constat qu'on avait fait au début, c'est que les étudiants de l'UPF, on leur posait des questions assez basiques là, quand même là, sur le tourisme et ils avaient énormément de difficultés pour la plupart à trouver l'information. Donc, ça peut être là aussi très progressif, mais de donner une base de structure avec qui suit un certain rationnel où ça peut prendre différentes formes, là. Soit la reconnaissance de gens qui, comme par exemple, aux Marquises existent déjà, ou ça peut prendre la forme très flexible d'une organisation presque virtuelle à laquelle on accorde certains montants pour faire un monitoring, des choses comme ça, et ça prendra racine éventuellement dans le temps. Donc, il y a moyen, je pense, d'être à la fois flexible, mais en même temps de fournir une structuration de l'analyse. Parce que là, on a un peu l'impression que ça va à gauche et à droite et que c'est la personne la plus influente qui va se démarquer. Et je l'entendais aussi là, de la part des étudiants. Ouais, j'ai entendu un des étudiants de l'UPF dire « Ouais, c'est toujours les mêmes. » Alors que cette structure permettrait justement une plus grande transparence de la façon de progresser. Et, vous avez vu à travers ce qu'on a présenté, à plusieurs moments, on arrivait à dire, ah tiens, un découpage territorial, ah tiens, un découpage sectoriel. Ça répond à plusieurs besoins. Et qui serait là trop long si je devais les ramener, et même que je n'ai pas cité tous les bénéfices qu'on peut retirer d'une structuration comme celle-là. Mais ça peut commencer de façon très modeste. Il y avait que vous qui voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, alors je voulais partager, depuis 2 ans qu'on a voulu mettre en lumière les marquises. Je suis désolé, on parle des marquises de tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui fait que les marquises, il y a un besoin, il y a quelque chose qui nous pousse, donc en fait c'est bien pour nous. Et en même temps, l'idée c'est avant tout de ne pas diviser. C'est vraiment rester soudé, c'est fédéré. Et donc, sur la partie digital communication, ben, on a voulu, nous, se positionner avec la start-up Destination Marquise. On n'est pas une agence de voyage, on fait de la promotion ciblée pour l'archipel. Et en même temps, on a créé une association qui me fait un peu rappeler voilà, cette association sectorielle, parce que ben, il y a forcément, nous, en tant que start-up, c'est très compliqué de trouver un modèle économique et le fait d'avoir cette association va permettre de pouvoir trouver des aides plus facilement et de pouvoir travailler en partenariat avec le pays, mais en même temps avec chaque acteur, chaque prestataire, et même aller au-delà, c'est-à-dire aller dans les petits villages, aller voir la population pour des enquêtes, pour mener des monitorings par rapport à cette base de données qui a été réalisée, parce que c'est du pain béni. Et nous, on est là, présents pour accompagner, on est complémentaires en tout cas pour les marquises. Oui, c'est pas dit. Après, je dirais qu'il existe déjà, effectivement, c'est pas forcément sous forme d'association, ça peut être des fédérations, des groupements sectoriels qui sont souvent portés par des professionnels, mais d'une manière bénévole. Et je dirais que ce qui manque, c'est peut-être un peu de soutien et de considération de ces groupements sectoriels. Parce qu'effectivement, ben voilà, on retrouve toujours dans les mêmes problématiques, que ce sont des bénévoles qui vont y consacrer un peu de leur temps, mais qui n'ont pas forcément des moyens de secrétariat, de diffusion, de communication. Donc voilà, peut-être qu'il faut référencer ce qui existe. Il existe par exemple une fédération des clubs de plongée, il existe, mais elle n'est pas financée, cette fédération des clubs de plongée. Donc les travaux qu'elle pourrait faire en termes d'évaluation des programmes d'aide,
recensement, etc., il faut que ça aille également avec une considération aussi bien sur l'importance de leurs travaux et de leur avis, et également financier pour soutenir ces... On revient aux mêmes problématiques que les comités du tourisme. Oui, c'est implicite, c'est certain. Il faut qu'il y ait une aide proportionnelle aux responsabilités qui seront données à ces associations-là et proportionnelle aussi au volume de travail que ça représente, parce que les territoires ne sont pas égaux en termes de nombre de prestataires de services et d'achalandage, etc. Oui, oui, mais ça, il y a un montage financier et structurel qu'il est possible de faire. Je pense, du moins. Dernière remarque, peut-être, Hydro-Louis? Vraiment, je parle, on estime que le pays, l'industrie s'est beaucoup développé et mieux structuré ces dernières années. Avec, en tout cas au niveau sectoriel, ça se voit. On a une association, une fédération plus importante pour les pensions de famille, le CPH pour les hôtelleries, la plongée, la croisière. Donc, de manière naturelle, les secteurs se sont structurés. Au niveau géographique, on a la base avec le comité du tourisme qu'il faut accompagner, qu'il faut améliorer. Et comme Stéphanie l'a dit, ce sont tous des bénévoles. Donc, même pour répondre aux commentaires de ce sont toujours les mêmes. Oui, après, à un moment donné, c'est une affaire de personne. Si on n'a pas la bonne personne, le bon leader, l'organisme tombe pratiquement. On souhaite que cela soit le pays ou même le leader de l'organisation souhaite changer, souhaite passer le flambeau, mais encore faut-il former la personne, faut-il avoir des volontaires. Ensuite, pour l'accompagnement financier, le pays le fait déjà sur la base de présentation de projets. C'est le cas pour le Tahiti Cruise Club, c'est le cas pour l'association, la fédération de pensions de famille. Ça devait être le cas, c'est en partie le cas pour les comités du tourisme, mais il faut les accompagner, les former dans les demandes, et ça a été l'une des recommandations. Et je suis aussi pour une évaluation des retombées des programmes pour voir comment est-ce qu'on peut les améliorer, comment est-ce qu'on peut les rediriger aussi pour pouvoir mieux porter l'accompagnement du développement touristique. La difficulté avec les comités du tourisme, c'est qu'ils agissent à l'échelle des communes, à l'échelle locale, non pas à l'échelle nationale ou à l'échelle des archipels. Donc, ça crée une certaine inéquité, si on veut, là, si on doit miser sur eux. Et je pense qu'eux doivent répondre davantage de la mairie que de répondre du ministère du Tourisme. Mais bon, c'est tellement structurant, cette idée d'association de 5, parce qu'on ne parle pas de 20, on ne parle pas de 50, là, on parle de 5 associations territoriales, que je pense que le ministère, dans son rôle de leadership, de leader, devrait, à mon avis, investir dans cette idée-là. Très rapidement, effectivement, dans la continuité de ce qu'a dit Claude-Louis, depuis 10 ans, il y a eu une évolution considérable en matière de gouvernance dans le secteur du tourisme en Indonésie. Il y a surtout de prendre la sanité, qui fait davantage participer des acteurs du terrain sur certains. Il y a notamment deux organes qui sont intéressants de ce point de vue-là, c'est le COPIL, l'Observatoire du tourisme, qui permettent cela, qui ont été mis en place il y a quelques années. Il serait peut-être intéressant dans ces deux organes qu'il y ait systématiquement un des représentants des 5 archipels qui ont été identifiés. Ce serait une manière de porter la voix de ces 5 archipels systématiquement à ce niveau-là.
Je vous propose de passer à la troisième et dernière catégorie des enjeux avant de. Normalement, il faudrait qu'on parle un tout petit peu Covid quand même pour terminer. Donc voilà. On a déjà un petit peu parlé en fait. C'est de distinguer ce qu'on appelle les produits d'appel et les produits de rappel. Et voilà, de faire le point aussi peut-être sur certains produits qui n'ont pas été suffisamment, à notre sens, développés, voire étudiés. Alors, comme produit d'appel, ce qu'on a remarqué tout à l'heure, on en a parlé, la carte postale, etc. Oui, miser surtout sur une nature, mais une nature humanisée, donc à échelle humaine, et protégée. Et non pas aussi comme un élément et identifié même par les touristes. La beauté des paysages, l'exclusivité sont des atouts très importants pour faire venir en produit d'appel en Polynésie française. La nature, notamment la nature aquatique, c'est de loin un élément qui attire le plus les visiteurs et qui leur donne même aussi envie de revenir. Mais, comme je vous le disais, cette importance accordée à la protection d'environnement doit être mise en évidence, non pas que pour les acteurs touristiques, mais aussi pour les touristes qui prennent conscience aussi de cet investissement sur l'environnement. Hop, je passe assez vite. Comme deuxième forme de produit d'appel, que l'on peut encore plus pousser, c'est le tourisme sportif. Il y a, de toute façon, par exemple, la plongée sous-marine, qui est un produit d'appel très important. Comme on le disait, il y a des sites mondialement connus. Mais en plus de cette forme de tourisme sportif, il y a à continuer de miser sur d'autres formes, comme le surf, le bar, qui sont aussi des produits bien identifiés comme étant présents en Polynésie ou d'autres formes de randonnée. Le tourisme visant les couples, maintenant de façon d'ailleurs plus large, les couples et le tourisme de noces. Et puis le dernier produit d'appel très clair, c'est le produit sur les croisières, sur le nautisme. Mais on sait qu'il y a souvent discussion, débat, et on sait que parfois il y a aussi des analyses bénéfices qui ont été réalisées. Ce qu'on suggère, c'est que faut continuer de produire ces analyses-là, et en tout cas de les largement les diffuser, parce que ce type de produit, ce n'est pas qu'un choix économique, c'est aussi un choix de société, et qui doit être donc pleinement associé à la population. Concernant les produits de rappel, ils sont symbolisés par le collier de coquillage, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne vous a pas accueillis avec ces colliers de fleurs, mais plutôt aujourd'hui avec des colliers de coquillage, au sens où on a envie de vous envoyer un message, de vous dire que ce n'est pas un au revoir ce projet, c'est que c'est quelque chose qui vise à faire jouer l'utile. Donc voilà, il n'y avait pas que des questions sanitaires visant à aider ces colliers de coquillage, mais aussi avec une question symbolique de dire c'est un travail qui vise aussi à faire jouer l'utile. Alors, l'idée c'était de se fixer comme objectif d'être dans un doublement de la proportion des retours. Sur un territoire qui est à l'intention des visiteurs déjà sur place, eh bien, miser sur une campagne de communication forte de l'existence de tous les archipels, des 5 archipels, pour développer un sentiment en fait de manque, un sentiment on ne va pas dire d'insatisfaction, mais comme si on n'avait pas satisfait totalement l'envie du touriste une fois qu'il était sur place et qu'il a envie de revenir parce qu'il a ce manque qui fait qu'il veut, comme il veut lire jusqu'au bout de son livre, il veut connaître la destination jusqu'au bout. Miser aussi sur la grande qualité de l'accueil en Polynésie française, qui est un élément déterminant sur le bouche à oreille, même en période des réseaux sociaux, qui est toujours un élément très déterminant sur le boutique. Et donc de miser sur des produits de rappel suivants qui nous semblent être importants, c'est-à-dire des produits qui sont à développer, surtout pour les touristes une fois sur place, pour les inciter à revenir, et pourquoi pas à revenir dans d'autres archipels. Le tourisme culturel, le tourisme gourmand, le tourisme urbain, le slow tourism, et le tourisme de nature, mais cette fois-ci de forme terrestre. Et enfin, pour terminer, 3 produits, on en a un petit peu parlé, semblent aussi selon notre diagnostic, à développer dans les années qui viennent à moyen terme. Le tourisme urbain, principalement autour de l'agglomération
de ne pas payer pour des raisons économiques, sociales, environnementales, parce que c'est un endroit où on peut mieux accepter aussi la charge en termes de densité de population, et puis simplement parce que c'est un lieu de vie, ou en tout cas ça doit être un lieu de vie, des zones urbaines. Et donc c'est une zone où il peut y avoir de l'animation. C'est là où aussi l'événementiel, la transmission de la culture se ressent par les touristes. Le tourisme de congrès, dont on en a parlé, le tourisme d'affaires, notamment sur la zone de Tahiti-Montréal. On pourra en parler d'ailleurs, mais nous, à notre petite échelle avec l'université, c'est ce qu'on va essayer de faire à la première semaine de juin avec notre semaine du tourisme. Et le slow tourism, tourisme de bien-être. J'en reparlerai vite fait un petit peu avec le Covid, mais qui est notamment un produit qui va beaucoup répondre aux valeurs émergentes, qui étaient déjà des valeurs émergentes avant le Covid et qui se sont fortement amplifiées avec la pandémie actuelle. Et enfin, il serait important à notre sens, en termes de produits touristiques, d'évaluer le niveau de ce qu'on appelle, entre guillemets, de sacralisation touristique des différentes attractions touristiques qui existent et des petites destinations. Je vous laisse réagir là-dessus avant qu'on passe donc, sur le Covid. Oui. Alors, moi, je suis très sensible à la notion de qualité, surtout aujourd'hui, au vu de la situation actuelle. Je pense que la qualité, plus que jamais, doit être mise au service de la sécurité. Et si la qualité de l'accueil est reconnue aujourd'hui, peut-être qu'il serait intéressant de l'étendre aux services, pas uniquement l'accueil, mais les services, et puis travailler sur une structuration de l'ensemble de ce qui est proposé dans toutes les idées. Véritablement, je pense, l'accueil, c'est une chose, mais les services également, et cette qualité doit vraiment être mise au service de la sécurité. Donc on peut penser structuration, compétences, mais voilà, je pense que c'est vraiment la clé aujourd'hui au vu de l'évolution du comportement du visiteur, et notamment avec la pandémie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on recherche dans une destination qui se positionne comme exclusive. On recherche effectivement la qualité. Peut-être, je dirais justement, c'est en lien un peu avec la qualité, l'idée de sacralisation touristique, c'est peut-être surprenant. Je ne sais pas si vous connaissez McCannell, ce qu'il en dit, mais c'est de prendre un objet, un site, un endroit, et un peu à la façon des églises, de montrer qu'il est important, que cet endroit-là, ce site-là, est important socialement, important culturellement, que ce n'est pas un piège à touristes, que la signalisation qu'on dit, McCannell parle de on-site, off-site, c'est-à-dire qu'une fois sur place, des panneaux montrent l'importance et justement la qualité de l'endroit en question. Et ça, il y a une grille qui est relativement facile à appliquer et on peut se placer devant le magasin d'un prestataire de service ou l'endroit où il est et appliquer cette grille-là de sacralisation touristique. Et j'ai trouvé vraiment que ça faisait défaut. Il faut être accompagné de quelqu'un pour trouver, par exemple, que telle activité peut se faire à tel endroit. On peut très difficilement le faire de façon autonome parce que justement, la sacralisation touristique est défaillante dans beaucoup de cas. Je pourrais vous donner des exemples, mais je trouvais que c'est un élément quand même qui est relativement simple et c'est simplement de donner des conseils aux prestataires de services pour qu'ils s'améliorent et qu'ils soient plus efficaces à intercepter le visiteur de passage qui, à notre avis, va devenir de plus en plus présent sur les îles. Vincent, oui. J'étais en train de regarder un document que m'a envoyé Pascal Lamy, qui est actuellement le président du comité éthique de l'Organisation mondiale du tourisme. Et cette organisation s'appelle
INSTO, International Network of Sustainable Tourism Observatory, Observatoire Tourisme Durable, donc un sujet très important. Et il me semble qu'il y a un consensus autour de cette table pour évidemment développer le tourisme, qui est un moteur économique de la Polynésie, c'est évident, mais tout en respectant évidemment l'environnement et que ce soit un développement durable. Donc, je vous propose, ça fait partie en fait de l'Organisation mondiale du tourisme. Si vous êtes intéressé, vous envoyez les informations et peut-être vous pouvez le rencontrer, puisqu'il viendra, je viens d'avoir presque une confirmation début juin ici, lors de la semaine du tourisme, où il y a 3 manifestations, si je puis me permettre. Pacific Economic Cooperation Council, donc, en fait c'est une organisation des pays du Pacifique. Ensuite, il y a une conférence CETA et un troisième, une conférence IMD, tourisme durable. Donc voilà, je pense que, comme tu le disais, on aura l'occasion sûrement beaucoup de parler de ça dans le futur. Mais pour revenir à ça, donc, le congrès, ben voilà un exemple. Slow tourism, pareil, tourisme durable. Je pense qu'on est tous d'accord. Là, dans une approche multidisciplinaire, chacun a des connaissances et des lacunes, je la connais les miennes, où on pourrait peut-être s'associer pour voilà, avoir une vision un peu globale de ce qu'on veut du tourisme futur, puisque, n'est-ce pas, les créations des spectrices, il faut tout partir, non pas de zéro, mais on a l'occasion de partir d'un autre pied pour développer le futur tourisme dans les 20 prochaines années. Enfin, voilà, donc ça fait INSTO, si vous êtes intéressé, je peux vous fournir des informations. Et en fait, c'est rassembler des paramètres, comme disait François, et puis après, les comparer à d'autres pays, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, moins bien, les ratios touristiques, de pression, enfin tout ce qu'on va parler de cause. Alors, oui, et peut-être juste un petit mot, avant la période COVID, il y avait une possibilité qu'on vienne présenter un résumé beaucoup moins complet que ce qu'on a fait aujourd'hui, dans le cadre d'un congrès justement sur le développement durable. Et on aurait à ce moment-là mis l'accent sur les éléments du diagnostic qui portaient plus sur la notion de développement durable et on n'était pas du tout gêné de présenter dans le cadre d'un congrès comme celui-là. Alors, comme on est malheureusement un peu pris par le temps, tout ça est toujours très passionnant. Je vous invite, moi je suis persuadé qu'on aura des discussions qui vont continuer d'enrichir les choses. Et